6 à 12 %, soit environ 1 million d'élèves, sont victimes de harcèlement au cours de leur scolarité. Et l'actualité illustre régulièrement les dramatiques conséquences du harcèlement qui peuvent aller jusqu'au suicide, à l'image de la jeune Dina en novembre dernier. Ces chiffres alarmants appellent une mobilisation générale de l'école, mais aussi de l'ensemble de la société. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il a pris ces dernières années un tour nouveau avec le développement des réseaux sociaux et des applications d'échange. De fait, le harcèlement ne s'arrête plus jamais et s'engouffre partout, jusque très tard dans la chambre de ses enfants. Il y a donc un nouveau défi à relever pour protéger ces jeunes. D'ailleurs, le Sénat ne se trompe pas en ajoutant la mention de cyberharcèlement dans le titre de cette proposition de loi. Notre amendement à l'article 7 s'inscrit aussi dans cette logique en proposant de renforcer les obligations de service de messagerie instantanée afin de faciliter le recours au blocage de numéros. Dans sa version initiale, cette proposition de loi avait surtout un caractère symbolique, apportant peu aux instruments juridiques existants. À l'inverse, la création d'un délit spécifique initialement prévu à l'article 4 était trop déséquilibrée, pas vraiment applicable et pouvait même s'avérer contre-productif au regard de la nécessaire prise de conscience collective sur le sujet. Je tiens ici à saluer le travail de cohérence autour de la réponse pénale effectuée par la rapporteure de la commission des lois ainsi que le rapporteur de notre commission sur ce texte. La définition du harcèlement scolaire sortie de l'Assemblée nationale, qui mettait sur le même plan des adultes et des enfants, a été réécrite. Le délit pénal créé, inapplicable au regard de la notion de discernement et disproportionné dans son quantum de peine, a été supprimé. Sans déresponsabiliser les établissements et les personnels dans la détection, le traitement et le suivi du harcèlement, mais pour prendre en compte les limites de leurs moyens et de leur mission. La proposition de loi vient d'ailleurs renforcer la formation de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale et des différents acteurs qui doivent être mobilisés face à ce fléau. Les enseignants sont déjà sensibilisés dans les INSPE, mais il est nécessaire d'aller plus loin et de renforcer cette formation. Nous portons d'ailleurs un amendement sur l'article 3 permettant à l'ensemble de la communauté éducative d'y accéder. Une des difficultés en matière de harcèlement scolaire, c'est de pouvoir interpréter les signes, de repérer l'isolement progressif des victimes et leur permettre de se confier. Mais pour cela, il faut, et vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, plus de moyens, notamment pour la médecine scolaire. Les médecins scolaires suivent en moyenne 12 500 jeunes. Les infirmières sont débordées, on le voit particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire. Les assistants d'éducation, tout comme les directeurs d'école, les principaux de collège et proviseurs de lycée, voient leur mission sans cesse élargie. Les psychologues scolaires se font de plus en plus rares. Et enfin, il est toujours question de départementaliser les infirmières scolaires au sein des PMI, ce qui risquerait de priver la médecine scolaire d'un peu plus de moyens encore. Je m'interroge aussi sur cette obsession, si vous me permettez l'expression, de vouloir toujours surcharger l'enseignement moral et civique qui ne bénéficie que d'une demi-heure par semaine, ainsi que les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui doivent traiter de sujets et d'enjeux toujours plus vastes. On ne peut pas demander à l'école de régler tous les problèmes de notre société, et encore moins quand les moyens d'accompagnement ne sont pas au rendez-vous. Mais ce texte propose une nouvelle étape dans notre engagement collectif contre le harcèlement scolaire. C'est pourquoi notre groupe soutiendra ce texte tel qu'issu du travail du Sénat. Je vous remercie.